Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Ma Télé à moi, qui reçoit ce soir quelqu'un qui ne vient pas du monde de la chanson et de la musique, quoi qu'il aurait pu, et vous saurez pourquoi plus tard. Il n'est pas non plus un grand footballeur, quoi qu'il aurait pu l'être aussi, et comme il aurait pu avoir une grande carrière internationale dans les échecs, mais non, il a choisi une autre voie, celle du savoir, de la science et de la recherche. Il s'agit du professeur Abdeljalil Wahhabi. Professeur, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour votre aimable invitation. Je vous en prie, c'est vraiment avec un plaisir et beaucoup de respect pour vous, puisque je rappelle, vous êtes un professeur de renommée internationale et je voudrais justement partager ce moment avec nos téléspectateurs et parler de vous, de votre réussite à travers un programme de télévision, comme cela se fait dans notre émission. Alors, professeur, c'est quoi comme titre? Parce que souvent, quand on parle de professeur en Algérie, on pense à la médecine, mais c'est quoi professeur? Alors, professeur, c'est le plus haut grade universitaire. On peut être professeur en médecine, bien sûr, oui, mais on peut être professeur en littérature, en droit, en ingénierie, en informatique, etc. Est-ce que c'est la même équivalence ici chez nous en Algérie quand on parle de professeur, puisque je rappelle que votre titre vous l'avez obtenu à l'étranger et pas en Algérie. Voilà. On ne peut pas parler d'équivalence parce que le mode d'obtention il est différent. Oui. Par exemple, je vous parlerai de la France parce que je connais très bien comment que ça se passe là-bas. Eh bien, pour être professeur, il faut déjà être maître de conférence auparavant, passer une habilitation à diriger des recherches, c'est-à-dire qu'on est apte à diriger et à encadrer des docteurs, des doctorants. Et après, il y a un concours. D'abord, il y a une qualification pour être professeur. Ensuite, il y a un concours ouvert au monde entier. C'est-à-dire n'importe quelle personne qui a les compétences pour être professeur peut postuler à ce concours. Et puis, bon, il y a un classement et le premier du concours aura le poste qui répond à un profil donné. Donc, voilà. En France, par exemple, le grade de professeur a beaucoup d'importance parce que le professeur est nommé par la suite par un décret du président de la République. Comme c'est le cas pour vous. Voilà. Voilà. Très bien. Alors, c'est quoi le domaine de Abdeljalil Wahhabi? Alors, mon domaine, c'est le traitement du signal. Alors, on peut me dire, qu'est-ce que c'est que le signal? Le signal, c'est le véhicule de l'information. Si on veut transmettre une information, on est obligé d'utiliser un signal. Et l'objectif, c'est d'extraire l'information utile. Si l'information, elle est perturbée, on essaie de la traiter afin de l'interpréter. Voilà, en gros, qu'est-ce que c'est qu'alors le signal, il peut être à une dimension, à deux dimensions, comme des images, des vidéos, etc. Alors je rappelle que le but aujourd'hui, c'est de vulgariser un peu la chose. Hein, pour les gens qui, comme moi, ne connaissent rien dans le traitement du signal. Et surtout, moi, ce qui me fascine le plus, c'est l'intelligence artificielle. Donc, il sera beaucoup question d'intelligence artificielle. Alors, très brièvement, parce qu'on en reparlera après, c'est quoi l'intelligence artificielle? Alors, l'intelligence artificielle, bon, c'est une intelligence, comme par définition, elle est artificielle, donc il y a une machine, et on voudrait que la machine puisse reproduire le fonctionnement du cerveau. Voilà, brièvement, ce qu'on entend par intelligence artificielle. Je parlerai tout à l'heure, peut-être, je développerai plus cette idée, voilà. Très bien, alors je vais vous montrer une photo de quelqu'un que vous connaissez très bien, puisque c'est un ami à vous. Il s'agit bien sûr de Cédric Villani, qui était en Algérie, ça fait pas très longtemps, qui est mathématicien, il est professeur comme vous, sauf que lui, c'est aussi un homme politique, contrairement à vous. Et vous l'avez connu comment Alors, bon, Cédric Villani, c'est une personnalité assez atypique. C'est un ami de l'Algérie. Il a beaucoup contribué pour que l'assassinat de Maurice Audin soit reconnu par les autorités françaises. Et c'est un brillant mathématicien qui a obtenu la médaille Fields. La médaille Fields, je rappelle pour les téléspectateurs, c'est l'équivalent en quelque sorte du prix Nobel. On sait que le prix Nobel est réservé à quelques matières. La physique, la chimie, la médecine, biologie, la littérature, par la suite la paix et récemment, plus récemment, à partir de 68,
c'est pas tout à fait un prix Nobel, mais on peut dire un prix Nobel d'économie. Voilà. Mais il y a pas comme il n'y avait pas de prix Nobel de mathématiques, donc un mathématicien qui s'appelle Fields, John Charles Fields, donc il a créé un prix réservé aux mathématiciens qui a comme particularité, c'est de de l'octroyer tous les 4 ans. Et à des personnes dont l'âge ne dépasse pas 40 ans. Donc il y a des contraintes. C'est plus difficile d'avoir une médaille Fields que d'avoir un prix Nobel. Un prix Nobel. Voilà un peu... bon, on peut discuter peut-être pourquoi il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques. Oui, justement. Mais là, allez, c'est très controversé parce que le secret, c'est Nobel qui l'a. Hein. Je rappelle pour les téléspectateurs que Nobel, c'était un chimiste qui a découvert... La dynamite. La dynamite, c'est, pour les chimistes, c'est la trinitrotoluène. Donc lui, il pensait que ça allait servir pour les bienfaits de l'humanité, par exemple pour construire des tunnels, etc. Mais ça a été utilisé aussi pour les guerres, hein, la dynamite, les explosifs et tout ça. Donc, à sa mort, il avait accumulé beaucoup d'argent, il a voulu, en quelque sorte, se dédouaner et remettre un prix qui est de près d'1 million de dollars, mais ce n'est pas le prix matériel qui est important, c'est l'autorité, la notoriété, l'autorité morale d'un lauréat d'un prix Nobel. Et donc, il a voulu donner ça à tous qui font des avancées pour l'humanité, que ce soit de la recherche ou la paix, etc. Et pourquoi il n'y a pas de mathématiques? Il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques. Il y a diverses écoles. Certains disent qu'il avait quelques problème avec un mathématicien suédois, d'autres disent que sa fiancée serait partie avec un mathématicien, donc la vérité on ne la connaît pas en réalité, mais je pense que ça va dans ces sens-là, voilà. Mais ça veut dire aussi... Ça veut dire aussi, effectivement, ça veut dire qu'on peut être un grand scientifique. On reste un être humain. Il n'en demeure pas moins qu'on est humain, avec nos faiblesses. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est intéressant. Alors, vous m'aviez parlé de Cédric Villani, qui a justement contribué à ce que qu'il y ait des avancées en matière de... Oui, effectivement. D'intelligence artificielle Villani, en fait, il n'était pas... vous avez dit tout à l'heure... qu'il était un homme politique. Au départ, il n'était pas homme politique. C'est que récemment, on lui a proposé d'être député. C'est un choix. Il est député. Alors, il a été chargé par le président de la République française de faire un rapport sur l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que la France est en retard en intelligence artificielle. Les États-Unis sont très, très en avance et par la suite, il y a la Chine qui fait des avancées et un peu la Finlande et la France est en retard. Alors, Villani a proposé donc un rapport au président français et immédiatement après, 1,5 milliard d'euros ont été débloqués pour ce sujet, ce qui démontre l'intérêt actuel. Et justement, mon message, c'est dire qu'on est en train de vivre une révolution de l'intelligence artificielle. Et cette révolution, elle est, en ce qui me concerne, je la vois au même titre que la révolution industrielle du 19e siècle. Et donc, il importe pour nous également de s'y intéresser, parce qu'on peut le faire. Des compétences existent en Algérie. Et les investissements pour cela ne sont pas énormes. Il suffit d'avoir de l'intelligence humaine et des machines informatiques. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple que si on se lançait dans la construction des avions ou la construction des centrales nucléaires, etc. Très bien, on en reparlera, en tout cas c'est très passionnant. Mais moi je voudrais d'abord que nos téléspectateurs découvrent qui est le professeur Abdeljalil Wahabi. Et du coup je me suis permis de fouiner un peu dans votre enfance, dans votre vie. Et pour parler d'Abdeljalil Wahabi, il y a un programme où vous avez choisi de le démarrer avec une chanson qui revient souvent. On me réclame souvent la chanson de Ahmed Harachi Ya Rayah. J'aurais voulu que vous fassiez un autre choix, mais bon, c'est très justifié dans votre cas et les gens sauront pourquoi. Donc on va écouter un extrait de la chanson Ya Rayah de Ahmed Harachi. Après, il nous dira pourquoi il a choisi cette chanson. On écoute.
تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي شحال شفت البلدان العامرين والبر الخالي شحال ضيعت وقت وشحال تزيد مازال تخلي يا الغايب في بلاد الناس شحال تعيا ما تجري ديك وعد القدرة ولا الزمان. Alors, c'était juste un petit extrait parce que je veux vraiment profiter de votre présence aujourd'hui, ce soir, avec nous pour parler de choses qui me fascinent beaucoup, en tout cas moi. J'espère que ça fascinera nos téléspectateurs. Alors, je pense que Dahman El-Harachi, c'est un choix du cœur, vu que vous êtes un enfant d'El-Harrach. Vous y êtes né, je crois. Vous y vivez toujours, à part, bien sûr, lorsque vous êtes à l'étranger. C'est peut-être pour ça que vous avez choisi. Bon, pour deux choses en réalité, c'est pas seulement ça. Ouais. Bien sûr, je suis natif d'El-Harrach. Je rappelle pour nos téléspectateurs qui sont ailleurs, qui ne connaissent pas forcément El-Harrach. Oui. El-Harrach, c'est la banlieue d'Alger, à une dizaine de kilomètres du centre d'Alger. Oui. Ça s'appelait Maison Carrée à l'époque. Voilà. Voilà. Donc, je suis natif de cette banlieue, mais aussi c'est le sens des termes, les termes qui sont utilisés, les paroles de cette chanson. Il y a raïh. Hein, lorsqu'on part, on finit par revenir. Voilà. Et ça, c'est mon cas. C'est mon cas. Je suis sur le retour en Algérie. Oui, je sais que vous préparez votre retour en Algérie et on en parlera bien sûr tout à l'heure. Alors, moi, je suis un peu curieux. Un mot sur votre enfance ? Alors, moi, je suis issu d'une famille très modeste. Bon, on était heureux, on était bien que bon, les moyens matériels n'étaient pas comme maintenant. Ouais. Et donc j'ai grandi dans une famille modeste, dans un quartier populaire, et puis à l'adolescence, au niveau de l'université, on croyait en l'Algérie. Ouais. Hein, on avait beaucoup d'espoir. Hein, ouais. Même si le côté matériel manquait. Hein, voilà. Et c'est ce que je peux dire sur ça. Donc, ça se passait très bien. On était heureux. La jeunesse, notre jeunesse était heureuse, était insouciante, heureuse. On avait de l'espoir. Mais moi, je sais que tout petit déjà, vous vous distinguiez, vous étiez le petit génie de la famille d'abord, du quartier, puis de la classe et de toute l'école. Je présume que vous ne réalisiez même pas, puisque à cet âge-là, on ne réalise pas. Pour vous, c'était normal. C'est un don du ciel, donc... C'était normal, c'est une chance du ciel, c'est une chance. On n'a pas choisi, mais il faut dire aussi que lorsqu'on a une chance, il faut travailler. Il faut travailler, il faut concrétiser. Hein. On parlera de football. Je citerai des grands joueurs comme Cristiano Ronaldo, qui est très bon. Il a une technique, un don. Mais s'il ne s'entraîne pas, s'il ne travaille pas, eh bien, il va être dépassé. Donc, il faut le travail. Il faut continuer à travailler. Hein. Même si on a au départ une chance, il faut beaucoup de travail pour maintenir et pour progresser. Hein. Voilà. Alors, je sais qu'il y a la Médersa An-Nour de Bellevue, hein, donc à El-Harrach, qui a beaucoup compté pour vous. Alors, cette Médersa n'était pas forcément une école coranique, comme on a tendance à croire pour les Médersas. C'était quoi pour vous, Médersa An-Nour ? C'était une école où on apprenait la littérature en arabe, la grammaire, la philosophie, le balara. Bon, je ne sais pas comment traduire le balara. Enfin, donc c'était une école tout à fait normale où il n'y avait pas l'aspect religieux. Hein. C'est une école en arabe, bon, c'était du privé. Hein. Je ne crois pas que c'était privé à l'époque. Et donc ça m'a permis d'apprendre, d'avoir des bases
base et c'était très bénéfique pour moi d'être passé par là. Voilà. Ouais. Alors je sais aussi, on m'a dit que vous deviez aller à l'école des Halles et puis vous vous êtes retrouvé à l'école de Hassan Badi, Belfort, ex-Belfort. C'était grâce à un certain monsieur Ili, c'est ça? Ah oui. Oui, oui, parce oui. Que là, oui. Le directeur de l'école où j'étais, l'école primaire où j'étais, a voulu me transférer vers une école où le niveau était plus élevé. Il m'a dit que je serais mieux là-bas que rester dans une école où il a sa propre école, où le niveau était un peu plus moyen. Donc oui, c'était... Et ça, effectivement, ça, lorsque j'y pense, c'est un acte, disons, généreux de sa part. Il était altruiste, c'est pas quelqu'un qui veut garder à tout prix... il a vu du potentiel chez vous, il a voulu... et puis, vous m'avez parlé de travail, de beaucoup de travail. Vous m'aviez dit même à un certain moment, vous veillez très tard, et votre maman avait peur pour vous parce qu'à l'époque on disait c'est-à-dire il peut péter un câble juste parce que... Oui, ça c'était lorsque je voulais passer le baccalauréat avant d'être en 3e année secondaire, c'est-à-dire la terminale. Je l'ai passé en classe de première, c'est-à-dire la 2e année secondaire. Et donc j'ai beaucoup travaillé et puis je l'ai obtenu, j'ai obtenu mon baccalauréat une année avant mes camarades de classe. Voilà. J'ai préparé le programme tout seul. Donc j'ai dû travailler dur et puis bon, j'ai obtenu le bac scientifique. Et votre maman, la pauvre, elle se faisait des soucis? Oui, elle se faisait des soucis parce qu'il y avait une croyance que si on travaillait beaucoup, bon, on risque de... de péter un câble. Alors, vous travaillez beaucoup, mais moi, je me suis informé comme ça auprès de vos amis d'antan et tout. Ils m'ont dit, c'était quelqu'un qui jouait tout le temps avec nous, qui traînait beaucoup avec nous, et qui jouait au football, qui jouait à beaucoup de choses. Et moi, donc, j'ai envie de parler de ça, parce qu'on a des clichés sur vous, on vous prend pour des khbachines, comme on dit, vous êtes dans une sphère complètement fermée et tout. Alors, avant de parler de ça, j'ai envie de vous montrer une séquence. Alors, vous vouliez voir une séquence du match Algérie-RFA, du Mondial 82, mais comme on en a déjà parlé avec d'autres invités, moi j'ai voulu donner la chance à une autre séquence, et je vous dirai pourquoi, parce qu'il y a 2 joueurs avec qui vous avez joué. On regarde la séquence et on revient juste après. Donc Algérie, Irlande du Nord, c'était en 1986 à Mexico. On regarde. Efectuarse en este estadio 3 de marzo. Un especial saludo de bienvenida para los funcionarios y jugadores de ambos equipos, así como de la terna de árbitros. A continuación, comunicamos a ustedes la alineación de los equipos. En primer lugar, por el equipo de Argelia, Larbi El Hadi con el número 21, Medhadi Abdellah con el número 5, Mansouri Fassi con el número 16, المكسيك عن بعد حوالي 420 كيلومتر عن العاصمة مكسيكو، والحكم يحتسب خطأ ضد منصوري لصالح رقم 7 ستيفن بيني. الفريقين المنتخب الوطني الجزائري ببذلة حمراء على الشاشة وإيرلندا الشمالية. وورتينغتون قذفة قوية وهدف. هدف خادع الدفاع والحارس لأن الكرة اصطدمت، وهذه الإعادة اصطدمت باللاعبين ودخلت للشبكة. الجمهور المكسيكي الغفير اللي يشجع في المنتخب الوطني يآثر فيه إلى جانب الجمهور البرازيلي، بينما انطلاقة من زيدان وماجر يضيع ماجر فرصة ذهبية، ثاني فرصة ذهبية تضيع من منتخبنا الوطني. زيدان راقب كورته، زيدان يبحث على مساعدة لقاسي سعيد، قاسي سعيد رايح على العصاد لكن ما يفهمش مع رفيقه، كان في خطأ. اللاعبين الايرلنديين يتميزوا بالاندفاع البدني، بالخشونة في بعض الأحيان، يتعمدوا الخشونة في بعض الأحيان. مخالفة مليحة
لو استغلوها اللاعبين استغلال عقلاني حتكون إصابة التعادل. والهدف زيدان يا سلام يا سلام زيدان. ممتازة شوف الكرة مشات الزاوية اليسرى للحارس يمين بعد التمريرة من قاسي سعيد. زيدان بقوة يقذف ويعدل النتيجة يا سلام، يعدل النتيجة في الدقيقة 13. اللومي قاسي سعيد وتتجسد الخطة نتاع المدرب الوطني، الخطة الدفاعية، خطة المحافظة على النتيجة. والحكم السوفيتي بيتينكو يعلن على نهاية المقابلة، يعلن على نهاية هذه المقابلة بالتعادل الهدف الأول كان سجل في الدقيقة السادسة من المقابلة عن طريق واتسايد على إثر مخالفة من 25 متر، والهدف الجزائري تسجل عن طريق مخالفة كذلك نفذها. Voilà. Alors, c'est un match qui s'est terminé par un nul, un but partout. Et le but était marqué par Jamel Zidane, avec qui vous aviez joué, lui et Gundouz. C'est pour ça que j'ai fait exprès de montrer la liste des joueurs, des 11 titulaires. Et il y avait Gundouz et Jamel Zidane. Oui. Gundouz, il était à l'époque, lorsque j'étais cadet, puis junior première année, puis j'ai arrêté. Oui. Lui, il était junior troisième année à Al-Harrach, voilà. à l'USMMC, ça s'appelle Maison Carrée. C'était l'Union sportive des musulmans de Maison Carrée. Maison Carrée. Voilà. Maintenant, l'USMH. Voilà. Par contre, pour Zidane, bon, je dis aux téléspectateurs qu'il n'a pas de lien de parenté avec Zinedine Zidane. Hein. Oui. Donc, lui, j'ai pas joué avec lui, mais contre lui. Contre lui, lorsqu'il était junior. Il était junior troisième année. Et je me souviens plus du score, mais ils nous ont bien battus. Hein. Ils étaient très forts. Ils étaient très forts. Et là, bon, c'est bien de montrer, bon, cette équipe nationale, 82, mais 86 aussi, c'était valable. Il y avait des joueurs très brillants. Hein. Il y a Dahleb, je crois pas qu'il ait joué en 86, mais en 82, il a joué. Dahleb qui a laissé une histoire au Paris Saint-Germain. Au Paris Saint-Germain. Et en tant que buteur, son record n'a été, je crois, égalé que récemment par Ibrahimovic, je crois. Et donc, c'était quelqu'un qui a laissé une histoire. Un joueur comme Belloumi, c'est un puriste, un artiste. Un joueur comme Assad, qui est pour moi, c'est un étalon. C'est un dribbleur, des tirs très puissants. Madjer, qui est aussi un dribbleur. Il a cette spontanéité, cette explosion lorsqu'il a marqué le premier but on a vu comment il a été vers l'avant. Donc, c'est quelqu'un de très actif. Donc, on avait une équipe qui est très bonne. Et en 82, bien sûr, en 86, il y a eu Gundouz, Mansouri, Zidane. Loumi, etc. Donc c'est une brillante, et puis c'est un petit rappel, c'est un souvenir. Alors, juste pour l'anecdote, puisque vous aviez dit qu'il n'y avait pas de lien de parenté avec Zinedine Zidane, moi j'ai eu la chance de recevoir Jamel Zidane. Je lui ai posé la question. Alors il paraît que quand Zinedine Zidane était jeune, il se faisait passer pour un neveu de Jamel Zidane. Et il me l'a confirmé très gentiment et très modestement. Et il m'avait dit même qu'il lui avait offert son maillot tout petit. Et il était très fier de porter le même nom que Jamel Zidane. Après, il a eu la carrière qu'on lui connaît. Alors, en plus du football, il y avait aussi la musique, puisque vous jouiez à la guitare, vous étiez soliste au sein d'un groupe au lycée Abba Ramdan d'Al-Harrach. Oui, on avait le groupe du lycée, et puis bon, on jouait pour organiser des fêtes, les fêtes de remise des prix, à diverses occasions, le Mouloud, etc. Donc bon, on jouait pour nous, et j'aimais bien la musique. La musique à l'époque, bon, c'était la musique pop, occidentale. Hein, bon, c'était ça, les jeunes, ils étaient très branchés de ce côté-là. Mais à un moment donné, on voit que on est limité parce que on reproduit, peut-être qu'on transpose les notes, peut-être pas les vraies notes. Donc, mais bon, la mélodie, c'est ça, mais on voit qu'on est limité. Et par la suite, je voulais un peu progresser un peu plus. J'ai dû
m'inscrire pour faire le conservatoire. Le conservatoire, c'était à l'époque, c'était du côté de la place Emir Abdelkader, il y a un immeuble, c'était chez des privés. Je me souviens, c'était une dame, une vieille dame, une Française qui nous apprenait le solfège, la mesure, battre la mesure, etc. Et donc, il fallait passer par là. Mais tout ça, ça reste sur un plan purement amateur. C'est pour moi. Mais ce qui est bien... J'avais aucune prétention sur ce sujet-là. Ce qui est bien chez vous, professeur, c'est que même quand il s'agit de musique, vous voulez faire les choses convenablement. Il fallait étudier aussi la musique. Il fallait apprendre. Il fallait apprendre la musique. Parce que lorsqu'on a des bases de musique, lorsque j'entends ou j'écoute une chanson, une musique, j'essaie de décrypter les différents instruments. Parce qu'on a cette oreille, on sait ce que joue le bassiste, ce que joue le pianiste, ce qu'il est en train de faire, etc. Et ça, c'est très intéressant de pouvoir bien comprendre et puis profiter de la qualité d'une musique. Alors, mes recherches m'ont dit aussi que vous couriez beaucoup. Vous aimez courir ? Oui. Vous courez comme ça Oui, alors bon, je courais, je participais à beaucoup d'Open. Les Open, c'est ouvert au public. Au public, oui. Au public. Et le dernier Open ici, auquel j'ai participé en Algérie, c'est 1991. Le départ, il s'est effectué à Maqam Shahid. Et l'arrivée, c'était à Ain Bnian, stade de Ain Bnian. Et dans mon bureau en France, j'ai la photo d'un journal algérien, et où on me montrait. Et puis, celui qui a donné le départ, c'est un personnage très, très respecté dans le monde. C'est Nelson Mandela. C'est lui qui a donné le départ pour cette Open, cette course, qui faisait à peu près 21 km et demi. Et puis, en France, j'ai continué à courir. Et l'université, par exemple, l'université à Tours sponsorise tous les étudiants et le personnel, qu'ils soient enseignants ou non enseignants, pour courir, participer. Il y a un marathon de Tours. J'ai souvent participé. Malheureusement, ces dernières années, j'ai un peu levé le pied parce que je voyage beaucoup, je viens beaucoup en Algérie, etc. Et bon, lorsqu'on fait du sport et on arrête, on prend quelques kilos, quelques petits kilos, et donc il faudrait reprendre. Il faut reprendre le sport. Le sport, c'est la santé. Et ça me rappelle quand on était petit, on nous disait tout le temps, l'aql salim fil jism salim, je crois qu'un esprit sain dans un corps sain. Donc c'est important aussi. Alors je sais aussi que vous jouiez beaucoup aux échecs. Oui. Oui, les échecs. C'est un autre sport, on va dire, un sport cérébral. Et effectivement, j'ai joué aux échecs, j'ai joué à l'Harrach. J'avais une équipe, on m'a chargé de gérer une équipe, mais en tant que joueur. Et puis j'ai joué à la Sonatrach, ici à Alger. Et par la suite, j'ai continué en France, j'ai participé à des Open internationaux. J'étais classé par la Fédération internationale et on appelle ça Elo, le nombre de points. J'étais à peu près à 2000. 2000, bon, j'ai pas atteint le niveau de maître international. C'était un peu candidat maître, si on peut dire, voilà. Mais depuis, j'ai arrêté. Pour quelle raison? Parce que ça prend du temps. Il faut s'entraîner. Lorsqu'on atteint un niveau de participation à des compétitions internationales, il faut s'entraîner quotidiennement 3-4 heures. Et je pouvais pas faire tout ça, mais ça m'a apporté quelque chose. Ça m'a apporté de la réflexion, de la combinaison. Aussi, ce que j'ai appris, il faut jamais sous-estimer l'adversaire. Il faut jamais dire que la partie est gagnée. Il faut aller jusqu'au bout. Très bien. Ça, c'est ce que j'ai retenu des échecs. Et je sais que vous avez plusieurs trophées dans votre bureau. Voilà. C'est vrai que, disons, dans la région de la Touraine, mais localement, pas au niveau international, mais localement, je gagnais souvent des tournois. Dans mon bureau, il y a plein de coupes, plein de médailles, etc. Très bien. Alors, je vais vous proposer une petite respiration, comme on dit chez nous, à travers votre deuxième choix. Et vous avez choisi une émission de notre ami Salim Saadoun, qui avait pour titre à l'époque « À l'ombre des étoiles ». Et ce soir-là, il recevait un autre ami à nous, notre ami Abdelmajid Mskoud, qu'on salue, et qui va de mieux en mieux, je vous rassure. Donc, on va regarder un extrait de cette émission et on revient juste après. À l'ombre des étoiles, une émission présentée par votre clou pivotant, Salim Saadoun.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir chez vous ce soir dans le cadre de l'émission donc à l'ombre des étoiles, et nous avons pris l'habitude de recevoir des vedettes. Alors que ce soit dans le domaine culturel, dans le domaine sportif, et ce soir nous avons le grand plaisir de vous présenter un homme qui sort du commun, un homme qui est vrai, un homme authentique. Je nommerai par là notre ami Abdelhamid Mescoud. Alors, volontairement, j'ai déformé votre nom. Malish, c'est pas méchant. Alors, amis téléspectateurs, à la fin de l'émission, vous saurez pourquoi je l'ai appelé Abdelhamid Mescoud. Alors que c'est Abdelmajid Mescoud. Alors, j'expliquerai à la fin de l'émission. D'accord? C'est un pacte entre nous. Très bien, il n'y a pas de mal. Très bien. Pas de mal. قولوا لي يا سامعين ريحة البهجاوين قولوا لي يا سامعين ريحة البهجاوين زاير يا العاصمة سومت قيمتك عظيمة حبك في قلبي ديما إلى يوم الدين فسدوك لي مالهم قيمة وكلهم الماتين فسدوا بلاد سيدي الثعلبي عبد الرحمن أحبابي مدينة الشهيد الأبي والأولياء الصالحين سيدي يحيى أقربي وسيدي محمد بو قبري قولوا لي يا سامعين ريحة البهجاوين قولوا لي يا صهرين ولاد العاصمة وين كاش واحد شدو مزوج حنا قطع في العام قبل ما تزوج يا راجل والدنيا موت موت واش فيها والحالي وجيب الزغنيجية وجيب المسامع كل ما يدخل كل ما يخرج بعد يبدا يسمان الحلي والماء بالبالكون يلبع ما بلا باهين شنو هو الدخيل هاي مولاة العشاء هاي الزبيدة جاية الله تمشي وتحتح. Voilà, alors en parlant de Salim Saadoun, j'ouvre juste une petite parenthèse pour saluer une certaine Zahra qui est en France et qui est une grande fidèle de l'émission. Alors pourquoi cette émission à l'ombre des étoiles? Moi j'ai trouvé que c'était une émission assez innovante. Ouais. Et puis il y a une certaine fraîcheur, ouais. C'est décontracté, ouais. Et c'est ça. Donc il y a... je crois que, je ne connais pas personnellement Salim Saadoun, hein, ouais. Mais je crois qu'il a fait des choses assez nouvelles pour la télévision algérienne. Et je rappelle que, étant à l'étranger, vous regardez beaucoup les programmes algériens. Eh bien, ça, je ne suis pas le seul. Ouais. Pour dire la vérité, entre nous, souvent ici, les gens regardent, lorsqu'ils sont obligés, peut-être ils regardent certaines émissions, il faut un choix. Et sinon, ils sont branchés ailleurs. Ici. Mais lorsqu'on a été à l'étranger, on veut un lien avec l'Algérie. Et donc, c'est à travers la télévision. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai expliqué où se trouve Al-Harrach, Maison Carrée. Parce que peut-être des anciens ne se souviennent pas. Oui, c'est vrai. Et donc, c'est important de penser à expliquer certaines choses à des gens qui sont là-bas. Parce que non seulement eux, mais leurs enfants également. Leurs enfants, ils essaient d'initier leurs enfants à un lien avec l'Algérie à travers la télévision. Et donc, on regarde beaucoup ça et j'ai beaucoup apprécié cette fraîcheur, cette nouveauté, une télévision décontractée comme ici hein, aussi. Merci beaucoup. Ce que vous faites aussi. Tant mieux. En tout cas, l'émission justement a pour but de rendre hommage à ces gens-là qui ont innové, qui ont essayé de faire des choses à la télévision algérienne, au grand bonheur des téléspectateurs, notamment ceux qui sont établis à l'étranger. Alors, pour revenir à vous, vous obtenez votre bac, on l'a dit, une année avant la terminale, donc vous avez préparé votre bac tout seul et vous l'obtenez avec mention.
et vous décidez... Bon, au départ, vous vouliez faire médecine, et curieusement, on vous retrouve à l'USTHB, à l'Université des sciences et de la technologie, Houari Boumdine. Ça s'est passé comment? Eh bien, en réalité, c'est un voisin. Moi, je faisais parce que bon, on devait s'inscrire à ce qu'on appelle la Périne, du place 1er mai. Oui, voilà. c'est une école de médecine. Deux files d'attente. Oui. 2 files d'attente pour les sciences biologiques, donc ça rentrait la médecine, et puis à côté, sciences exactes et technologiques. Moi, je faisais la queue donc pour les sciences biologiques et médicales. Et puis, un voisin, il m'a dit, non, toi, tu es trop fort en maths, en physique, il vaut mieux aller là. Donc, je l'ai suivi. Bon, je l'ai suivi, et puis, bon, je me suis retrouvé donc en sciences exactes et technologiques. Et on avait inauguré Bab Zouar. Voilà, c'était la première promotion de Bab Zouar. Mais à l'époque, Bab Zouar, ceux qui faisaient médecine, le tronc commun, faisaient à Bab Zouar également. Voilà. C'est vrai. Alors cet ami-là, ce voisin, il a fait 6 mois de sciences exactes technologiques, et puis il m'a dit non, ça, j'aime pas trop. Alors il m'a dit, on va revenir vers la médecine. Il dit non, moi, lorsque je commence quelque chose, il faut que je termine. Et lui, maintenant, c'est un grand médecin actuellement sur la place d'Alger. Voilà, mais bon, c'est le hasard de la vie. Hein. Dans Exactement. La vie, parfois, il n'y a pas, on prévoit quelque chose, et puis il y a une autre bifurcation. Il y a un changement dans la vie, aussi bien professionnel que personnel. Et c'est ça la magie de la vie. Hein. Tout n'est pas prévisible. Hein. On est dans l'incertitude constante. Ça, c'est ce qui fait un peu le charme de la vie aussi. Voilà. Et vous m'aviez dit, moi, je ne reviens jamais, j'avance tout le temps. Très bien. Alors, vous faites votre tronc commun, donc c'est 2 années. Après, vous partez à Polytechnique, à l'école polytechnique de Hassan Badi, Belfort, donc toujours à El Harraj. Ce lien avec El Harraj, il est tout le temps là. Et vous faites quoi comme spécialité à Polytech? J'ai fait de l'électronique. Très bien. Donc, bon, j'ai fait pendant 3 ans, de toute façon, parce que j'avais déjà fait 2 ans. Et puis, j'ai terminé major de ma promotion, et j'ai obtenu une bourse pour l'étranger. Alors, vous obtenez une bourse et vous partez sur Grenoble. Sur Grenoble. Voilà. Grenoble qui était une école prestigieuse, hein, puisque vous m'avez dit qu'elle fait partie du top 5 des écoles d'ingénieurs. Tout à fait, tout à fait. Donc c'était pas évident hein, d'arracher sa place. Tout à fait, tout à fait. Et ça se passe comment à Grenoble alors? Eh bien, ça s'est bien passé, J'ai dû préparer un diplôme d'études approfondies. Et un de mes camarades de classe... Il est maintenant membre de l'Académie des sciences en France. On a terminé ex aequo pour le classement de diplôme d'études approfondies, le DEA. Et par la suite, j'ai entamé sur un doctorat que j'ai terminé en 2 ans et demi. Voilà. Oui, alors c'est ce qui est fabuleux parce que doctorat, c'est souvent 8 années, 10 années. Vous, c'est à peine 2 ans et demi. Oui, parce qu'on était... Bon, il y a le travail qui a été fait, mais c'était dans le cadre d'un projet, hein, parce que faire un doctorat, ce n'est pas un doctorat dans les nuages. Il est lié à un travail en contrat avec l'industrie, généralement. Donc, on avait un contrat avec l'industrie. Ici, c'était la marine française. Et donc, j'ai dû terminer avant terme le travail. Et donc, le travail étant bouclé, il fallait soutenir, voilà. Très bien. Alors, vous m'aviez parlé justement de quelque chose de très important, on en parle souvent, mais on ne voit pas vraiment la chose venir. C'est ces liens qu'on devrait créer entre le monde de l'université et le monde de l'entreprise ou de l'industrie. Vous m'aviez dit qu'à l'étranger, il y a des industriels qui sont à part entière membres des conseils dans des universités. C'est dire l'importance, justement. Oui, le développement d'un pays doit passer nécessairement par une collaboration très étroite entre l'industrie et l'université. Alors, comment créer ce lien, un lien fort? Parce que, bon, en Algérie, moi j'ai discuté avec des collègues, bon, pour eux, l'industriel, il n'a pas un niveau scientifique suffisant, à tort. Et l'industriel, il pense que l'universitaire, il est dans les nuages, avec des équations mathématiques, et il n'y a pas de lien. Alors, le lien, comment il est fait ailleurs, hein, dans tous les pays, dans tous les pays développés, il faut inviter l'industriel. L'inviter, pourquoi? Pour faire déjà le programme. Pourquoi on fait cette spécialité? C'est une demande des industriels. Il dit, j'ai besoin...
avec d'ici 2, 3 ans, 5 ans, j'ai besoin de telle spécialité. Il me faut, par exemple, des ingénieurs ou des masters dans telle discipline. Ce n'est pas faire une formation parce qu'on a quelqu'un qui est spécialiste. Non, pour lui faire plaisir. C'est une demande d'un milieu socio-économique, que ce soit dans le domaine de l'ingénierie ou d'autres domaines. Donc ça, c'est première chose. Et comment faire? Il faut inviter, c'est pas inviter, c'est ils sont membres à part entière des conseils de département, des conseils de faculté, des conseils d'université. Dans les grandes écoles, comme l'école polytechnique, le président du conseil d'administration, c'est un industriel. Donc ça, il faut que l'industriel se dise mon université, mon école. Si on arrive à faire ça, la confiance est établie et on innove, on avance. Deuxièmement, des écoles, par exemple, ou des universités comme Stanford ou bien MIT, tous les projets de fin d'études vont vers le développement d'une start-up. Et c'est le nombre d'entreprises créées par l'université qui donne la valeur et qui classe l'université dans le monde. Ça, c'est très important. Il n'y a pas de honte qu'un professeur crée une entreprise. Naturellement, une entreprise innovante avec des produits technologiques. Tout à fait. Il ne crée pas une entreprise de commerce. Tout à fait. Hein, d'accord. Donc, et c'est comme ça que l'économie puisse progresser. Donc, un lien et puis permettre à des étudiants, leur donner les moyens pour créer des entreprises. Ça crée de l'emploi, ça enrichit le pays, ça améliore l'économie par ce lien que c'est pas nouveau, ça existe dans le monde. Pourquoi on l'applique pas? On peut l'appliquer. D'autre part, par exemple, pour la France, il y a une taxe que toutes les entreprises qui ont un certain chiffre d'affaires doivent verser aux universités, obligatoire. Par exemple, je vous donne un exemple, une école d'ingénieurs, plus de la moitié de son budget vient du monde industriel. Ça, ce n'est pas lié à la recherche. Hein. Par exemple, je donne bon, je ne vais pas donner des noms d'entreprises, mais toutes les entreprises, par exemple, une entreprise X donne, par exemple, telle université, lui donne, par exemple, 20% de sa taxe, l'autre 30%, elle donne 30% de sa taxe à une autre université, etc. Et donc, on récupère cette taxe, et on avance, on travaille avec les entreprises, etc. Donc, je pense qu'il faut revoir sérieusement le lien. Il ne faut pas voir l'industriel parce qu'on a besoin de lui. Non, il faut travailler avec lui. C'est son université, ça appartient à tout le monde. Voilà. C'est une relation gagnant-gagnant, en fait. Et c'est pour ça qu'on a un problème d'inadéquation entre l'offre et la demande en matière d'emploi chez nous. On forme des gens qui ne trouvent pas de débouchés après. Parce qu'il n'y a pas de demande, parce qu'il n'y a pas un besoin. Et puis l'industriel, peut-être qu'il n'a pas besoin de ce profil-là. Tout à fait. Alors, il faut aller très vite puisque le temps file. On va revenir à l'intelligence artificielle. Alors, c'est quoi au juste l'intelligence artificielle et quel est son domaine d'action, hein? On la retrouve où? Alors, l'intelligence artificielle, donc je l'ai dit tout à l'heure, on cherche à reproduire le fonctionnement du cerveau, à donner ça à une machine. Alors, l'intelligence artificielle, c'est pas nouveau. Hein. Dans les fins des années 50, déjà, on parlait d'intelligence artificielle. Il y a eu une explosion de l'intelligence artificielle à partir des années 90 et on appelle ça le machine learning. Machine learning est une traduction qui n'est pas vraiment très fidèle, c'est l'apprentissage automatique. Et dans les années à partir des années 2010 et surtout 2015, on est passé au deep learning. Le deep learning, c'est un apprentissage profond ou approfondi. Et là, on utilise une technique, un logiciel fondé sur ce qu'on appelle les réseaux de neurones artificiels. Alors, pour les téléspectateurs, un neurone, c'est une cellule nerveuse. Donc, on essaie de reproduire, et ces neurones, on les retrouve beaucoup dans le cerveau, mais on les retrouve dans d'autres organes également. Donc, on essaie de reproduire ça avec cette technique des réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, ça existe depuis pas mal de temps. Alors, elle a connu un engouement, et puis ça a été dépassé avec d'autres techniques, et maintenant, avec le deep learning, on fait des réseaux de neurones, un réseau avec plusieurs couches, et on arrive, la machine, on lui donne plus des critères, des caractéristiques pour décider. Par exemple, on lui donne des images. La machine, actuellement, elle peut dire le contenu de l'image. Non seulement reconnaître ce que représente l'image, par exemple un véhicule, mais le contenu. Et là,
c'est la nouveauté. Et donc, c'est pour ça que je parle de révolution. Alors, comment ça fonctionne? Brièvement, c'est le même fonctionnement que pour un enfant. Un enfant, on ne lui apprend pas une voiture, elle a 4 roues, elle a 4 portes, elle a ceci. Non. On lui dit, voilà, c'est un véhicule, etc. Et puis, il enregistre ça et après, il peut reconnaître. Eh bien, la machine, c'est comme ça. On lui fait un apprentissage avec un volume d'informations très très élevé, c'est le domaine, ce qu'on appelle, il y a un terme, un mot générique, un mot-clé, Big Data. Big Data. Et donc, il y a un apprentissage très profond avec ça, et après la machine devient très intelligente. Alors les applications, brièvement, on a l'application, par exemple, du véhicule autonome, qui est bien sûr un véhicule électrique, le véhicule autonome de Google. De Google, et puis il y a voilà le principe là, vous le voyez là, on a des capteurs partout, donc le véhicule autonome peut reconnaître si c'est un piéton, si c'est un véhicule, une pancarte, etc. Donc ça c'est très important. Et il y a beaucoup de développement de véhicules autonomes maintenant avec Tesla, avec d'autres marques qui sont liées avec Google. Et les entreprises, les stars des entreprises qui sont dans ce domaine de l'intelligence artificielle, deep learning, on a le Facebook, on a Amazon, on a Google, Apple et Microsoft. C'est les géants dans le monde. Dans le monde. Donc, d'autres applications, c'est le médical et l'imagerie médicale. Alors, avant le début de l'intelligence artificielle, c'était l'imagerie, c'est une aide à la décision avec l'intelligence artificielle. Maintenant, ça a dépassé l'aide. Actuellement, ça a été prouvé, il y a eu des expériences où le diagnostic automatisé par le deep learning dépasse de loin le diagnostic par les humains. Parce que c'est plus rapide. Un grand nombre d'informations sont traitées très très rapidement. Et semble-t-il, on peut détecter l'Alzheimer 6 ans avant son apparition et sa reconnaissance par l'être humain. Donc il y a des avancées extraordinaires. Et moi j'insiste sur ça, il faut que nos collègues ici puissent se mettre dans ce domaine-là et les industriels également. Parce qu'il y a une révolution, il y a un train à prendre, il ne faut pas le rater. Voilà brièvement. Waouh. En tout cas, on reviendra justement pour conclure sur ça. Après le doctorat, vous revenez en Algérie et vous y restez 10-11 ans. Ça s'est passé comment, votre retour en Algérie? Alors, le retour, il était difficile sur un plan matériel, mais il y avait beaucoup de choses à développer. J'ai participé, j'ai développé, par exemple, le premier programme de traitement de signal, je l'ai proposé. J'avais les premiers bouquins, les premiers ouvrages. Bab Zouar, toujours. Bab Zouar, oui. Les premiers ouvrages de traitement de signal. Maintenant, je rencontre des gens qui me disent « Oui, j'ai lu votre livre et tout ça ». Moi, je suis gêné parce que le livre, il était fait avec les moyens du bord, parce que c'est pas un excellent livre. Bon, mais quand même, c'était un début. Donc, les premiers livres, c'était à l'OPU. C'était l'OPU, c'était... L'Office des publications universitaires. Voilà, l'Office des publications universitaires. Donc, j'avais fait ça. Et bon, maintenant, les livres que je fais, c'est dans les plus grandes maisons d'édition, comme Wiley. Ça, en anglais, c'est la plus grande. C'est une maison d'édition américaine. On peut les retrouver. Même il y a un livre qui sort en 2019 sur l'imagerie médicale, justement. Et puis, d'autres livres en France, comme Hermès Lavoisier, etc. Donc, le retour était difficile, mais il y avait un challenge à relever. Et donc, on m'a proposé aussi de créer un laboratoire. C'est ce que j'ai fait. On m'a élu à l'époque doyen ou directeur de l'Institut. Bon, c'est ce que j'ai fait. Et en 1994, on connaît la situation en Algérie, j'arrivais pas à exercer pleinement ma fonction, mes fonctions. Et donc, il fallait repartir. Surtout après le décès du recteur Djbeili, et là, le ministère a proposé à plusieurs personnes de prendre le rectorat, dont moi, mais beaucoup de gens ont refusé. Bon, mais la vie continue. La vie continue. Et donc là, j'ai dû repartir à l'étranger. Voilà, vous repartez sur Grenoble, mais vous vous retrouvez à l'université
C'était à Le Mans. Le Mans, du Maine, oui. Ouais, pour j'ai été professeur invité. Professeur invité. Alors, c'est quoi professeur invité, très rapidement? Professeur invité, c'est un professeur qui n'est pas nommé, mais il est sur une période limitée, par exemple une année. Et pour être professeur, il faut postuler au concours. Et ce qui est intéressant de le dire, c'est le nombre de professeurs dans une université. Il y a un ratio. Ce qui ne se fait pas ici. C'est-à-dire qu'il y a 20% de professeurs seulement. C'est pas tout le monde qui devient professeur parce que sinon, qui fera les TD, qui fera les TP. D'accord. Il y a 20% de professeurs. Et puis le recrutement, il est mondial. Il est mondial. Ça, c'est important de le mentionner. Et je crois que chez nous, ce serait bien de faire. Moi, je viens de ma propre volonté, mais c'est bien de faire appel aux compétences nationales qui sont à l'étranger, les faire venir. Bon, ils ne cherchent pas l'argent, c'est pas l'argent, parce que si on veut l'argent, on va dans les pays, moi j'ai fait un séjour au Qatar par exemple, qui paye 5 fois mieux que la France par exemple. On peut aller ailleurs, mais on vient parce que c'est notre pays, parce que comme me l'a demandé un éminent conseiller du ministère, M. Sarrour, il m'a dit, pourquoi tu viens, dis-moi entre nous. Je lui ai dit, tout simplement, je préfère venir alors que je suis en pleine possession de mes moyens, en marchant, et puis donner le peu de savoir que je possède à mes compatriotes, que de revenir dans un cercueil, je lui ai dit. Ça l'a touché, parce que c'est un fils de Chahid, et il comprend ce que c'est que l'amour du pays, voilà. Et moi aussi je le comprends également. Donc voilà, donc j'étais devenu professeur, et puis je suis sur le retour, voilà. Très bien. Alors, professeur, vous m'aviez dit que c'était un titre qui est donné avec un décret présidentiel, et vous, c'était du temps du président Jacques Chirac. Jacques Chirac, oui. Jacques Chirac qui m'a nommé professeur, oui. Très bien. Ça a quand même une symbolique très forte. Alors, je dois dire, ce qui se fait dans tous les pays, les États-Unis, le Moyen-Orient, on donne ce titre-là. C'est-à-dire on devient fonctionnaire alors qu'on est étranger. Ça, c'est important de le savoir. Il y a le titre de fonctionnaire, on peut accepter un fonctionnaire étranger juste dans le domaine de l'enseignement supérieur et la recherche. Ça veut dire qu'on a besoin de ces chercheurs. Ils sont en train de prendre la matière grise, par exemple, algérienne, qui se retrouve. Tout à fait. Et pour moi, il y a une certaine exploitation, même si on a notre salaire, si on a nos droits, etc. Mais il y a une exploitation. Nos ancêtres ou bien nos parents étaient immigrés. Qu'est-ce qu'on leur donnait? La pelle et la pioche. Et là, on nous a donné des stylos et des ordinateurs. On est des travailleurs émigrés au même titre. Tout à fait. Donc, avant, c'était la main-d'œuvre. Maintenant, c'est la matière grise. La matière grise. Voilà. Et moi, j'ai toujours dit. Ce qui est surprenant, j'ai appris dernièrement que, par exemple, il y a une école d'informatique à Alger qui est de très bon niveau. Eh bien, plus de 80% de ces étudiants vont en France. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'on finance la matière grise et on la donne ailleurs. C'est ça. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut interdire aux gens. Les gens doivent être libres de partir. Mais il faut leur donner les moyens de rester ici. Et créer un espoir. Très bien. Alors, vous vouliez voir une séquence de la bataille d'Alger, le film qu'on voit souvent dans notre émission, mais faute de temps, parce que j'ai encore envie de profiter de votre présence ici. Alors, après Le Mans, vous partez à Tours. Et c'est une ville que vous aimez beaucoup, et pour deux choses, ou plutôt pour deux grandes personnalités qui ont marqué Tours. C'est bien sûr l'émir Abdelkader et Léonard de Vinci. Tout à fait. Tours, bon, en toute modestie, j'ai été pris dans plusieurs universités. Alors, Tours, pourquoi j'ai choisi Tours? Parce qu'on tenait à me prendre. Deuxièmement, Tours, c'est une très très belle ville. C'est la capitale des châteaux de la Loire. C'est le jardin de la France, donc un climat doux, il y a une douceur de vivre, mais aussi, il y a beaucoup de châteaux, une dizaine de un rayon de 10 km, il y a des centaines de châteaux. Dont le château de François Ier, où l'émir Abdelkader a séjourné. Alors l'émir Abdelkader, moi ici, je le connaissais en Algérie comme étant un combattant, un résistant. Mais à l'étranger, je l'ai connu par sa plume, par sa pensée.
c'est beaucoup plus ça. C'était une autorité morale, reconnue dans le monde entier. Donc il y a ça. Et puis, il y a Leonardo da Vinci, qui est venu, qui a postulé avec un CV, vraiment un CV. Il a postulé à François Ier au XVIe siècle. Et il a été pris et son château est à 500 mètres à peu près du château de François Ier. Il y a un passage souterrain qui va vers le château, on l'appelle le Clos Lucé, de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, pour mémoire, c'était un scientifique, c'était un dessinateur, on connaît la Joconde, c'était un sculpteur, il a réalisé, il a créé, il a inventé le char d'assaut, il fait des passerelles, enfin, il était génial. Un médecin, donc les savants d'avant, ils étaient pluridisciplinaires, comme Ibn Rushd, etc. Donc d'où l'ouverture, c'est terminé. Le savant qui est noyé dans ses papiers avec des lunettes double focale. Bon, il faut s'intéresser à tout. Voilà. Très bien. Alors, faute de temps, je suis obligé d'aller très vite. Vous m'avez parlé de l'importance de la publication. On publie très rarement chez nous, dans les grandes revues, je veux dire. Alors, un mot sur les publications. Alors, les publications, c'est très important. C'est très important d'abord pour le chercheur, mais pour l'université. Il y a un classement mondial des universités. L'université algérienne, malheureusement, dans les plus grands classements, elle est hors classement, sauf peut-être quelques petites spécialités qui sont reconnues. Donc, les publications, il y a plusieurs revues, plusieurs indexations de revues. L'indexation, par exemple, je vais donner une analogie avec le foot. Par exemple, il y a la Champions League. Tout à fait. Alors, pour être là, on appelle maintenant, avant on disait Web of Science, ensuite Thomson Reuters, maintenant on dit Clarivate Analytics. Il faut aller vers ces revues. Et dans ces revues, il y a le top, le Q1, c'est-à-dire être parmi les 25 meilleures revues du domaine, ensuite les Q2, etc. Et donc, il faut tenter d'être là-dedans. Et c'est très difficile. Il faut du travail sérieux. Il faut éviter le plagiat. Il existe, ça a noirci certains collègues, le plagiat pour les publications. Mais je dois dire qu'il y a beaucoup de compétences intéressantes en Algérie. Il y a des jeunes, mais des moins jeunes aussi. Je peux raconter des anecdotes sur un jeune que j'ai reçu en stage, parce que je reçois beaucoup. C'est une contribution, je ne suis pas le seul. Les Algériens qui sont à l'étranger forment d'une autre façon en accueillant des chercheurs en stage. Alors là, c'était un jeune. Un jeune, déjà, il est venu. Je lui ai envoyé une lettre d'accueil pour 2 mois. Pour 2 mois, il devait venir en septembre. Et puis, je n'ai pas eu de retour, je ne sais pas, pour moi, il n'est pas venu. Et puis, je le vois en novembre, il me téléphone. Ah oui, je suis là, il était là. Il aurait dû ne pas me trouver, c'est par hasard. Puisque vous voyagez beaucoup. Voilà. Donc, je l'accueille. Bon, il était habillé de façon très modeste, un sac à dos un peu, il était un peu comme ça, rabougri, un peu. Et puis, bon, je le fais rentrer dans le bureau, je change de sujet parce que le sujet de départ, il coûtait 60 000 €. Bon, je ne peux pas mettre 60 000 € sur la table s'il n'y a pas de retour, s'il n'y a pas un projet derrière qui ramène plus. Ça se passe comme ça. Donc, j'ai dû changer j'ai discuté avec sa directrice de thèse en Algérie, je l'ai appelé devant lui, j'ai mis le micro, tout ça. Et puis, bon, j'ai changé de sujet, il était d'accord. Et puis, je lui pose une question. Pourquoi il veut faire un doctorat? Bon, il ne savait pas. Il me dit, c'est normal, c'est comme ça. Bon, je lui ai expliqué qu'un doctorat, c'est pas pour travailler dans la vie de tous les jours, c'est pour faire de l'enseignement et de la recherche, un doctorat. C'est pas un super diplôme. Tout à fait. Parce que on peut être ingénieur, les plus grands chefs d'entreprise. Ils sont ingénieurs. Ils sont ingénieurs. Et les PDG, ils ont des salaires 100 fois supérieurs à celui d'un professeur d'université. D'accord. Donc, je lui ai expliqué ça. Et puis, je l'ai ramené au labo, je l'ai présenté aux collègues qui lui ont réexpliqué le sujet. Et je me dis, ça va être la catastrophe, ça. Parce que, bon, ils parlaient pas. Au bout d'une semaine, ils sont venus me voir. Tu as ramené ce doctorant d'où, etc. Alors je l'ai dit, bon, moi je me dis, qu'est-ce qu'il a fait? Ils étaient surpris. Un travail de 2 mois, il l'a fait en 1 semaine. Il était très brillant. C'est un étudiant qui a fait l'école polytechnique et qui se retrouve doctorant à Borj Bouarerich. Donc on a des compétences. Il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Donc moi je crois en notre communauté, en la jeunesse, en l'Algérie. C'est très bien. En tout cas, c'est un message très positif. On est obligé, hélas, de terminer l'émission. C'était très passionnant. Mais avant ça, moi j'ai envie de parler de certaines distinctions que vous avez reçues. Il y en a eu beaucoup. Mais est-ce qu'il y a comme ça des distinctions qui vous tiennent à cœur, qui vous sont très chères?
Bon, des distinctions, c'est déjà être reconnu, par exemple, par une grande société savante comme I3E. Vous faites un papier, puis on vous dit c'est le best paper, le meilleur papier. Donc ça fait plaisir, c'est une reconnaissance. Et puis, bon, d'autres revues qui sont classées toujours dans Q1, hein, Q1, ce que je dis, les 25 meilleurs, et qui vous donnent Outstanding Reviewer, et puis on vous remercie pour la contribution, pour que la revue progresse et tout ça, ça aussi. Et puis, il y a eu d'autres distinctions. Par exemple, j'ai fait un projet de mobilité, parce que la mobilité aussi, il faut qu'on arrive à accueillir des étudiants, des doctorants qui viennent de l'étranger et envoyer nos étudiants. Ça, c'est un descripteur pour le classement des universités également. Et là, j'avais fait un projet avec la Chine. Et là, j'ai obtenu un prix. C'était déjà un prix honorifique. Et puis, il y avait aussi un chèque de 20 000 € qui était pour ça. Donc, voilà. Mais je n'ai fait que mon boulot. Hein. C'est pas hors travail. Non, mais dans le cadre du travail. Ce qui est important aussi de souligner dans notre émission, très modestement, on peut réussir aussi en faisant des études, parce que là, ce qu'on véhicule souvent comme message, c'est que si vous voulez gagner beaucoup d'argent, il faut être footballeur, il faut être chanteur, il faut être ceci. On peut réussir, on peut gagner très bien sa vie lorsqu'on fait des études supérieures comme vous l'avez fait vous, et c'est très important pour nos enfants. Moi, je voudrais que vous serviez d'exemple à nos enfants d'une manière générale, parce que le savoir, la science, la recherche, c'est très très important. Alors, je vous laisse conclure, professeur. Alors, bon, pour les jeunes, je crois que l'Algérie, c'est un pays où on peut faire une carrière dans divers domaines, grâce aux études. Il faut faire des études. Même si on a envie de faire une entreprise, faire quelque chose, il faut étudier. Il faut faire du management. Il faut les langues. Les langues. Passer à la langue anglaise, c'est très important. Et je crois qu'on a un potentiel en Algérie, il existe. Il faut que ce potentiel puisse s'exprimer, donner des moyens, un environnement, une maintenance. On fait quelque chose de nouveau, sachez qu'au bout de quelques années, il va se détériorer. Il faut derrière le rénover. Tout à fait. Il faut un suivi. Il ne faut pas laisser tomber les choses. Donc, moi, je pense qu'on peut avancer. Et je garde espoir. Et je dis aux jeunes, travaillez, vous allez avoir des fruits. Et une fois que vous devenez... C'est bien aussi qu'ils fassent des études à l'étranger pour avoir une première expérience. Bien sûr. Mais revenez dans votre pays, comme le font beaucoup de pays qui se sont développés. La Turquie, le Pakistan, l'Inde, la Chine et d'autres pays. Il y a un retour de la diaspora. Il y a un accueil aussi. Il faut les accueillir. Il faut qu'ils gardent s'il est professeur, il ne faut pas le ramener, il devient maître assistant. Il faut qu'il reste professeur. Il a fait ses preuves déjà. Il est venu pour apporter quelque chose. Il ne vient pas pour gagner de l'argent. Parce que c'est son pays. Ça lui appartient à ce pays. Voilà ce que je dis. Moi, je pense que les jeunes, je leur dis, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il ne faut pas qu'ils soient démoralisés. Et on a de l'espoir. C'est un pays qui avance et on doit avancer. Voilà. Très bien, merci beaucoup professeur. En tout cas, c'était un message très positif. J'espère qu'il sera entendu. Et d'où peut-être le choix de terminer sur une chanson patriotique, puisque vous êtes quelqu'un qui est très attaché à l'Algérie. Je vous remercie d'être venu ce soir nous parler. C'était très instructif pour moi et très passionnant. J'espère que ça l'a été aussi pour nos chers téléspectateurs. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Je vous remercie, vous, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans une semaine. D'ici là, je vous dis, portez-vous bien. Salam.